Une petite fille des rues de 7 ans appela un milliardaire pour lui dire que son fils était inconscient sur un trottoir, et ce qui arriva ensuite bouleversa tout. Le téléphone sonna à 7h30 du matin, un mardi ensoleillé à Marseille. Henri Delaunay, 42 ans, l'un des plus grands magnats du secteur des énergies renouvelables en France, était plongé dans la relecture de contrats dans son bureau panoramique dominant le Vieux-Port lorsque la sonnerie retentit. Le numéro était inconnu. Normalement, il n'aurait jamais décroché. Mais quelque chose, une intuition inexplicable, le poussa à répondre. « Allô » dit-il d'une voix grave et professionnelle. De l'autre côté, une voix enfantine, tremblante. « Bonjour, monsieur. J'ai trouvé un garçon dans la rue, il ne se réveille pas. Et dans son portable, il y avait votre numéro enregistré sous « Papa ». Henri se figea. Un frisson lui parcourut l'échine. « Comment ça ? Quel garçon ? Qui parle ? » « Je m'appelle Mireille, » répondit la fillette. « J'habite dans la rue. Je l'ai trouvé près de la place Castellane. Il est tout abîmé, et il dort sans se réveiller. J'ai mis ma veste sur lui parce qu'il avait froid. » Le cœur d'Henri s'arrêta presque. Son fils, Thomas, 17 ans, n'était pas rentré la nuit précédente après être sorti avec des amis. Ces derniers mois, leurs disputes s'étaient multipliées. La dernière fois, Thomas avait crié « Je préfère dormir dehors que vivre dans cette maison pleine de règles et sans amour. » « Décris-moi le garçon » supplia Henri déjà debout, saisissant ses clés de voiture. Il est grand, mince, peau claire, cheveux châtains. Il porte une chemise bleue et un jean déchiré. Il a une cicatrice sur le front. Henri pâlit. C'était bien Thomas. La cicatrice, il la connaissait, il l'avait eue en tombant de vélo à 5 ans. « Mireille, garde-le avec toi, je viens tout de suite. N'approche personne. Je serai là dans 15 minutes. » « Vous viendrez vraiment ? Ce n'est pas un mensonge ?» La question transperça Henri. Combien de fois cet enfant avait-elle été abandonnée pour douter ainsi ? « Je te promets que je viens. Merci d'avoir protégé mon fils. » Il raccrocha, dévala l'ascenseur et sauta dans sa voiture. La route jusqu'à la place Castellane lui parut interminable. Il roulait vite, franchissant des feux oranges, ne pensant qu'à une chose, Thomas. En conduisant, il revoyait leur dernière dispute. Thomas voulait faire une année sabbatique, voyager, découvrir le monde. Henri avait refusé catégoriquement, « Tu dois te concentrer sur tes études et préparer ton avenir dans l'entreprise familiale. » Thomas avait explosé, « Tu ne comprends rien à ma vie. Je ne veux pas devenir toi. » Ces mots résonnaient encore quand Henri se gara brusquement près de la fontaine. La place, habituellement animée, était calme en ce début de matinée. Sous un grand platane, il aperçut une silhouette frêle, agenouillée. Une fillette aux vêtements sales et rapiécés, maigre, les cheveux en bataille. Elle caressait doucement la tête d'un adolescent étendu au sol, chuchotant comme pour le rassurer. Et sur lui, une vieille veste usée la sienne. Le contraste était saisissant, son fils, même blessé, portait encore des baskets de marque et une montre valant plus qu'1 an de survie pour cet enfant. « Mireille » murmura Henri en s'approchant. La fillette leva ses grands yeux sombres, d'une maturité qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir. « Vous êtes son papa ?» Henri tomba à genoux. « Oui. Merci. Merci d'avoir veillé sur lui. » Thomas gémit, ouvrit un instant les yeux. « Papa ? Comment tu m'as trouvé ? C'est Mireille. Elle t'a sauvé. » Le regard du garçon croisa celui de la fillette. Ses lèvres tremblèrent. « Merci. » Henri sentit les larmes lui monter. Devant lui, une petite inconnue de la rue avait eu plus de cœur qu'il n'en avait eu ces derniers mois pour son propre fils. Henri aida Thomas à s'asseoir. Son fils était pâle, les vêtements déchirés, la respiration lourde. On sentait l'alcool, peut-être pire. « Il a dû tomber » dit Mireille doucement. « Il a une grosse bosse derrière la tête. » Henri toucha, sentit l'enflure. Une panique froide lui saisit la poitrine. « Il faut un médecin » murmura-t-il. « Non » s'écria la petite. « S'ils me voient, ils voudront m'emmener dans un foyer. Je n'ai pas de papier. » Henri la regarda longuement. Minuscule, fragile, mais dans ses yeux brillait une force incroyable. Il prit une décision. « Alors j'appelle mon médecin personnel, il viendra ici. Mais toi, Mireille, tu ne dormiras plus dans la rue. » Elle cligna des yeux, méfiante. « Vous plaisantez ? Pas du tout. Tu as sauvé ma famille. Maintenant, laisse-moi sauver la tienne. » Thomas, encore étourdi, prit la main de la fillette. « Papa, elle m'a vraiment protégé. S'il te plaît. » Henri sortit son téléphone et appela le docteur Philippe Lambert, son ami et médecin de longue date. Puis il annula tous ses rendez-vous de la journée. Rien ne comptait plus que ses 2 enfants. Quand le médecin arriva avec son matériel portable, il examina Thomas et confirma une commotion légère, due à l'alcool et probablement à une drogue. Rien de vital, mais il fallait le surveiller 24 heures. Puis il observa Mireille. Elle était maigre, mal nourrie, mais étonnamment résistante. « C'est une enfant forte » dit-il à Henri. « Mais elle a besoin d'alimentation, de soins, et surtout d'éducation et d'affection. » Henri hocha la tête, déterminé. « Elle aura tout cela. » Quelques heures plus tard, les 3 étaient assis à une table du McDonald's du centre Bourse. Pour Henri, c'était un repas banal. Pour Mireille, c'était un palais de rêve. Elle tenait son hamburger à 2 mains comme un trésor. Ses yeux brillaient. «
Alors, c'est bon? Demanda Thomas en souriant malgré ses bleus. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, répondit-elle, la bouche pleine, éclatant d'un rire clair. Henri les observait en silence. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu un sourire aussi vrai? Lui qui avait oublié la joie des choses simples. Papa, dit Thomas soudain. Il faut que je t'explique. Henri sentit son estomac se nouer. Hier soir, à la fête, ils m'ont proposé de la drogue. J'ai refusé au début, mais ils se sont moqués de moi, disant que j'étais un fils à papa, un lâche. J'ai pensé à nos disputes. À chaque fois que tu rejettes mes idées, que tu me compares à toi. J'ai cédé. Il baissa les yeux. Après, je ne me souviens plus de grand-chose. Je marchais comme un zombie, puis je suis tombé près de l'arbre, là où Mireille m'a trouvé. Henri sentit la culpabilité l'écraser. Mon fils, je ne t'ai jamais pensé faible. Tu n'as pas besoin de le dire. Ton regard, tes refus, tout me fait croire que je ne serai jamais assez bon. Un silence pesant s'installa. Puis la voix innocente de Mireille brisa l'air. Vous vous disputez beaucoup, vous deux? Ils se regardèrent, gênés. Parfois, avoua Henri. Ma maman disait que quand les gens se disputent beaucoup, c'est parce qu'ils s'aiment, mais ne savent pas le montrer. Elle disait aussi qu'il faut dire les belles choses, pas seulement les mauvaises. Henri et Thomas restèrent figés. Une fillette de 7 ans venait de leur donner une leçon qu'aucune thérapie n'avait su leur apprendre. Henri saisit la main de son fils. Thomas, je t'aime plus que tout. Et si mes actes t'ont fait croire le contraire, je dois changer. Thomas, les larmes aux yeux, répondit. Moi aussi je t'aime, papa. Mais écoute-moi parfois. Aie confiance en moi. Mireille applaudit, ravie. Super. Maintenant, vous pouvez m'emmener voir votre maison? Je n'ai jamais habité dans une vraie maison. Henri et Thomas éclatèrent de rire. Et dans ce rire, quelque chose se répara. Ils quittèrent le centre-ville et prirent la route des quartiers résidentiels du Prado. Dans la voiture, Mireille restait muette, collée à la vitre, fascinée par les larges avenues bordées de platanes et les maisons aux jardins fleuris. C'est là que vous vivez? Souffla-t-elle quand ils arrivèrent devant la grande villa surplombant la mer. Oui, répondit Henri. Et désormais, c'est aussi chez toi. Elle le regarda, incrédule. En entrant, Mireille s'arrêta net dans le hall. Le marbre clair, le lustre de cristal, l'escalier majestueux, tout cela lui semblait sorti d'un rêve. Lucienne, la gouvernante qui servait la famille depuis 15 ans, les accueillit. Henri l'avait prévenue par téléphone. Voici Mireille, dit-il simplement. Prépare la chambre d'amis, à côté de celle de Thomas. Lucienne s'agenouilla pour être à hauteur de la fillette. Bienvenue, ma chérie. Tu dois être fatiguée. Tu veux un bon bain chaud? Mireille chercha du regard la permission d'Henri. Vas-y, ma fille, dit-il d'une voix douce qu'il ne se connaissait pas. 20 minutes plus tard, elle redescendit transformée, cheveux démêlés, visage propre, vêtue d'une robe simple prêtée par Lucienne. Mais ce qui frappa Henri, ce fut son sourire éclatant, sincère, rayonnant. Je n'avais jamais pris un bain dans une vraie baignoire, dit-elle en riant. L'eau chaude et le savon sentaient les fleurs. Thomas éclata de rire. Viens, Mireille, je vais te montrer ta chambre. Quand elle entra, ses yeux s'agrandirent, un lit recouvert de draps à motifs fleuris, une petite armoire, un bureau, et quelques poupées sorties d'un vieux coffre de jouets de Thomas. C'est à moi? Oui, tout à toi, confirma Henri. Mireille se jeta sur le lit, roulant et riant aux éclats, avant de bondir pour enlacer Henri et Thomas. Merci. Merci. Je serai la fille la plus sage du monde, je vous promets. Henri s'agenouilla, l'entoura de ses bras. Tu n'as rien à promettre, Mireille. C'est en étant toi-même que tu as conquis nos cœurs. Les jours suivants, une nouvelle vie commença. Mireille, désormais inscrite à l'école, apprenait à lire avec enthousiasme. Elle voulait tout découvrir, poser 1000 questions, et transformer chaque dîner en fête. Henri rentrait plus tôt du bureau pour partager ses récits d'écolière. Thomas, lui, découvrit qu'il aimait l'aider pour ses devoirs. Peu à peu, la maison, autrefois silencieuse et glaciale, résonnait de rires, de chansons et d'une chaleur nouvelle. 3 mois plus tard, Mireille n'était plus la petite fille famélique de la place Castellane. Elle avait repris des couleurs, ses cheveux brillaient, son regard pétillait. Plus encore, elle était devenue le pont qui avait réuni père et fils. Henri, qui passait autrefois ses soirées à travailler, partageait désormais ses repas, aidait aux devoirs et, surtout, parlait longuement avec Thomas. Un soir, le jeune homme lui annonça. « Papa, j'ai décidé. Je veux étudier la psychologie. Aider des enfants comme Mireille. » 6 mois plus tôt, Henri aurait explosé de colère. Mais ce soir-là, il sourit. « C'est un choix magnifique, mon fils. Tu seras heureux et utile. L'entreprise continuera sans toi. L'important, c'est ta vie. » Thomas le serra fort, pour la première fois sans crainte. Quelques mois plus tard, l'adoption de Mireille fut officialisée. À l'audience, vêtue d'une robe bleue et coiffée de 2 nattes, elle déclara au juge. « Je n'ai pas une nouvelle famille. Je l'ai toujours eu dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est juste officiel. » Tout le tribunal avait les larmes aux yeux. 2 ans après, la Fondation Mireille était née. 3 foyers, 2 centres éducatifs, des centaines d'enfants réunis avec leurs familles. Thomas, étudiant à l'université d'Aix-Marseille, y travaillait chaque week-end.
Mireille, 9 ans, brillante élève, devenait l'ambassadrice de leur cause. Un soir, à table, elle dit. Aujourd'hui, à l'école, on devait écrire sur nos héros. J'ai parlé de vous deux. Parce que vous m'avez sauvé. Mais aussi parce que vous m'avez laissé vous sauver. Henri sentit ses yeux se brouiller. La petite fille des rues, qui n'avait rien, leur avait tout donné. Et ce soir-là, il comprit que la véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage.